Donc nous sommes en mars 2026. Ça fait maintenant un an que j'ai créé et diffusé cette série que j'ai décidé d'appeler Vinci qui c'est Vinci, chronique d'un alchimiste. Et je voudrais faire une sorte de bilan avec vous et commencer par vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'appeler la série comme ça. Parce que j'ai conscience que le nom peut sembler un petit peu prétentieux. En fond, il ne l'est pas, c'est plutôt tout l'inverse. Alors, euh, Vinci qui c'est Vinci, c'est une phrase en latin qui signifie vain qui se vainc. Autrement dit, il faut se vaincre soi-même pour vaincre les doutes qu'on peut avoir à propos de la vie, enfin pour gagner en sagesse finalement. Et donc il y a un sacrifice de soi à faire, une sorte de mort de l'ego à opérer pour aller de l'avant. Donc descendre pour remonter. Et c'est exactement le propos aussi qu'a l'alchimie. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu au sujet, donc l'alchimie, la plupart des écrits sont des sortes de recettes de cuisine avec beaucoup de codes. Et il y a une phrase en alchimie qui est... Alors, évidemment, le but est d'aller à la découverte du grand œuvre qui est séparé en deux choses. Il y a la pierre philosophale, donc qui est cette pierre qui permet de transformer le plomb en or, et puis l'élixir de longue vie, donc qui guérit tous les maux, toutes les blessures, etc. Et en alchimie, on dit qu'à travers cette quête, il y a une phrase qui est assez connue qui dit que celui qui sait fabriquer de l'or n'en a plus besoin, n'a plus besoin de cet or. Et cette phrase, elle résume un petit peu la philosophie pour moi de l'alchimie, c'est que donc on entre dans cette quête et si on arrive à la conclusion de cette quête, à la découverte de la façon dont on peut transformer le plomb en or, on n'a plus besoin de ces richesses parce que la richesse, c'est ce qu'on a accumulé, c'est ce qu'on a appris tout au long de cette quête. Et donc la raison pour laquelle j'ai appelé cette série de cette sorte, de cette façon, c'est parce que justement, je vois la vie, en l'occurrence mon existence, mais toutes sortes d'existences, comme étant cette quête. Hein. C'est la quête alchimique, c'est la quête de la sagesse en quelque sorte. Et la sagesse, eh bien, on l'obtient en essayant de faire les choses bien. C'est vrai que j'ai toujours privilégié l'éthique. Je l'ai toujours placée au-dessus de toute autre chose. À la recherche d'argent, la recherche de succès, la recherche de relations, quoi que ce soit. L'éthique, ça a toujours été plus haut pour moi. Et ça demande des sacrifices, mais on va y revenir. Mais je trouve aussi que pour s'élever dans la vie, faut tomber, faut chuter, faut faire des erreurs. Ça, c'est évident, tout le monde en a conscience. Donc en décidant de vous proposer cette série qui parle un petit peu de toutes sortes de choses du quotidien, voilà, j'ai trouvé que la quête alchimique était un bon résumé du parcours de la vie, finalement, des expériences de vie. Hein. Euh, donc, il y a plusieurs sujets sur lesquels je voudrais revenir. Récemment, ma compagne m'a fait une remarque. Elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu passes tout ce temps à... Alors je voulais y passer le moins de temps possible sur ces épisodes, mais j'y passe quand même, malgré moi, pas mal de temps. Elle me dit, pourquoi tu passes autant de temps à la conception de ces épisodes alors que tu pourrais faire des reportages de haute qualité? Ce temps, tu pourrais l'utiliser autrement, peut-être plus intelligemment. Je me suis dit, elle marque un point là. C'est vrai que, quelque part, elle a raison. Et je me suis demandé finalement pourquoi je faisais ce choix. Est-ce que c'est un choix conscient, plus ou moins réfléchi? Je veux dire, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et en revoyant certains vieux épisodes, j'y vois de la valeur. J'y vois de la valeur et ce qui peut sembler étrange, c'est que je pense être
totalement à contre-courant. Et c'est une chose dont je suis assez fier en fait, parce que dans la vie, je suis vidéographe et bon, on s'intéresse de toute façon, hein, plus ou moins de près aux réseaux sociaux et aux algorithmes et à ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et donc la recette de vidéo qui fonctionne, je la connais. Je ne dis pas que je saurais à coup sûr faire une vidéo à 1 million de vues, mais je connais la recette. Donc j'aurais des chances d'y arriver. Seulement, bon, bah, c'est tout ce que j'aime pas. Donc c'est vrai que je ne m'adonne pas à cette activité. Ça va à contre-courant de presque tous mes principes fondateurs, en fait, fondamentaux, pardon. Donc je fais les choses à ma façon, que ça plaise ou pas. Ce qui compte, c'est que ça me plaise à moi. Et je me dis que si ça me plaît à moi, bah, il y a peut-être d'autres personnes, peut-être une petite poignée sur Terre à qui ça va plaire également. Et ma foi, si ça ne plaît pas, tant pis. Et je pense que c'est important de ne pas vivre pour les autres dans la vie. Je pense que c'est vraiment important. Alors évidemment, il ne faut pas aller dans les excès, mais je veux dire, s'il y a une trajectoire dans laquelle vous avez envie d'aller dans la vie, et que vous ne suivez pas cette trajectoire pour faire plaisir à d'autres, donc que vous vous travestissez vous-même, vous vous transformez vous-même en quelqu'un, en une personne qui plairait aux autres. Si vous faites ça, vous n'allez jamais rencontrer de personnes qui sont comme vous. Tout simplement parce que vous n'existez pas tel que vous êtes. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Pour rencontrer des personnes qui vous ressemblent, pour avoir des opportunités qui vous correspondent, ben, il y a un moment où il faut être soi-même. Hein, dans la vie, il faut accepter qui on est. Ça, c'est un chemin qui est énorme. Accepter qui on est avec ses qualités, ses défauts. Et l'accepter, ça veut pas dire bon, ben, être qui on est sans chercher à s'améliorer. Ça veut juste dire, même si ça ne correspond pas à ce que fait la majorité des personnes, eh ben, je vais essayer quand même, si je suis fier de qui je suis, je vais essayer de l'être, en toute honnêteté, et ça va m'apporter, ça va attirer des personnes qui sont comme moi, ou des opportunités qui sont pour moi dans la vie. This round of Bud Lights on me. All right, thanks, Steve. Yo, Steve, fist bump is out, man. Really? What's in? Cool. Nice job in there, Larson. You saved the account. Ça ne vous dispense pas d'être toujours en perpétuelle remise en question sur vous. Et la remise en question, tout est question de nuance. La remise en question, ça ne veut pas dire douter en permanence. Dans le sens, ne plus avoir confiance en soi et se dire « Ah, à chaque fois que je fais un choix, douter de tout ». Ça veut simplement dire essayer d'avoir un peu de recul, de perspective sur ce qu'on fait, de façon modérée. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que donc, durant toute cette année, ma compagne et moi, on a traversé un sacré défi. On a déménagé, on s'est installés tous les deux à notre compte dans une région nouvelle. Donc on est entrepreneurs tous les deux. Et oui, c'était un sacré pari. D'autant plus que, tout le monde le sait, la première année, même je dirais des fois les premières années ne sont pas les plus simples. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et très peu de retour. Parce que nous restons, les humains, les êtres humains, nous restons une espèce de groupe, hein, une espèce sociale. Et donc, malgré toute la technologie qu'on a, et moi je trouve que c'est magnifique ça, malgré toute la technologie qu'on a, les réseaux sociaux, le digital, le faux, les sites internet, etc., et ce qu'il y a de plus important, c'est encore la réputation que vous avez dans un milieu social particulier, dans un groupe.
quand une personne commence à avoir confiance en vous, faire appel à vos services et devenir un client régulier, eh ben, elle parle de vous en bien et ça c'est la meilleure publicité, le bouche à oreille. Et ça c'est beau parce que c'est malgré toutes les méthodes de communication qu'on a aujourd'hui, eh ben, c'est encore la meilleure, c'est la véritable communication, c'est celle des relations physiques humaines. Et donc rien ne vaut le fait de se faire une réputation dans un milieu, mais c'est aussi une méthode assez longue. Je veux dire, la confiance, elle ne s'accorde pas comme ça chez les gens, donc il faut un certain temps. Et donc, documenter ça, ça me fait plaisir, ça laisse des souvenirs, ça laisse des archives d'une partie de ma vie. Et j'en suis fier. Pendant que je parle, je ne fume pas. J'ai essayé de rallumer ma pipe, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et donc, en parlant d'éthique, si sans considérer aucune règle, aucun principe moral, je voulais faire des vidéos qui marchent à propos du métier de maréchal ferrant, par exemple, et je donnerais des tutoriels. Les tutoriels, les explications, comment faire, ça marche du feu de Dieu à l'heure actuelle parce qu'il y a un phénomène de société qui veut que vous avez de plus en plus de personnes qui achètent des chevaux, des ânes, des poneys, mais qui n'ont pas les moyens forcément de les assumer. Et donc ces personnes elles veulent se débrouiller elles-mêmes au maximum. Et donc apprendre comment tailler les sabots, voir même des fois comment ferrer, comment soigner, etc. Et c'est une chose qui a de la valeur à l'heure actuelle. Seulement il y a des conséquences derrière, et ces conséquences, moi je les vois régulièrement, c'est qu'on passe derrière des amateurs qui ont essayé de s'occuper de leurs chevaux et qui font n'importe quoi, seulement ce n'importe quoi, on s'en aperçoit trop tard. On s'en aperçoit quand ça commence à être grave. Et nous, on essaie de rattraper un petit peu les dégâts, mais ils sont déjà faits. Donc c'est un phénomène qui traîne depuis un moment. Il y a une volonté de vivre au-dessus de ses moyens. Parce que la publicité ou les modes nous incitent à le faire. Alors je ne dis pas que c'est pas de la faute des gens, c'est totalement la responsabilité de chacun est à pointer du doigt. On veut avoir une voiture qui est à la mode, on veut avoir une maison avec une déco qui plaît. Et tout ça, encore une fois, c'est cette volonté de plaire à notre entourage, de vivre pour les autres. On revient à ça. A blindfold, Mom? Really? Is this necessary? Happy graduation, sweetie! I can't believe you got me this car! Et donc avoir un cheval, à soi,
c'est le rêve. Seulement, moi ça m'arrive régulièrement d'avoir des clients qui m'appellent, qui disent là le cheval, j'ai dû appeler le vétérinaire, et il y avait une facture de 2 000 €, 15 000 € et je ne peux pas l'assumer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On euthanasie le cheval. Ou alors, pire encore, on ne fait pas intervenir le vétérinaire et puis on laisse l'animal souffrir dans d'atroces souffrances. Tout ça par manque d'argent. Donc il faut bien comprendre que avoir un animal tel qu'un cheval, ça a un coût, même si on n'a pas l'intention de sortir en concours ou je ne sais quoi, ou faire de grandes choses avec cet animal. Ça peut potentiellement coûter cher quand ils sont malades, qu'ils ont des problèmes. Ça peut monter très très vite les factures et ça, il faut pouvoir l'assumer. Moi j'en ai conscience aussi parce que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la protection animale et on voyait la plupart des chevaux, ânes, poneys qui arrivaient dans les associations, c'était ça, c'était des gens qui ne pouvaient pas les assumer et des fois ça allait très très loin. Je pourrais vous raconter des histoires, quelques dizaines, peut-être même une petite centaine d'histoires assez traumatisantes pour parler franchement à ce propos. Donc j'en ai vu à un point que il y a des fois où j'y pense encore la nuit, hein, à des choses assez choquantes. Donc je sais que la vie est compliquée. Aujourd'hui, on a une économie qui s'écroule, la classe moyenne qui tend à disparaître et un fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres. Je sais que tout ça, c'est provoqué par notamment les géants de la tech et puis les gros problèmes de mafia qu'on a au sein des gouvernements à l'échelle mondiale. Il n'y a pas un pays pour en sauver un autre. Et donc tout ça n'aide pas. Mais justement, je pense que la réponse à avoir à ce phénomène, c'est d'être responsable dans nos choix de consommation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose, à chaque fois que vous prenez part dans une entreprise, une association, quoi que ce soit, vous faites un choix pour l'avenir. Aujourd'hui, une simple petite recherche en utilisant l'intelligence artificielle, c'est un choix qui aide à nourrir cette entreprise démoniaque. We can cure all disease, we can travel to the stars, we have like unlimited power. Et là, on se rend compte vraiment des conséquences dramatiques que ça peut et que ça va sûrement avoir à l'avenir, même si je reste plutôt positif, parce que plus ça devient dramatique et plus les gens ont envie de revenir à quelque chose d'humain, et ça fait plaisir. Là, il commence à y avoir une prise de conscience, alors particulièrement dans des pays un peu plus avancés. La France est un peu plus lente, mais ça vient. Il commence à y avoir une prise de conscience que tout ça, ce sont des choix de consommation dont on n'a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est des choses simples de la vie, manger, boire, dormir, voir des amis, et le faire sainement. Tout le reste, c'est tous ces téléphones intelligents et ces réseaux sociaux et ces nouvelles technologies, c'est un luxe dont personne n'a besoin et je dirais qu'on pense que ça va nous faciliter ou nous arranger la vie. À vrai dire, c'est tout le contraire. Mais en faisant le choix de consommer dans ces choses-là, on impacte non seulement notre vie à nous, les vies de toutes les autres personnes, mais aussi la vie de nos enfants, de nos futures générations. Donc il y a vraiment une responsabilité à avoir dans les choix qu'on fait à l'heure actuelle, et je crois que plus on se dirige vers un monde malsain tel qu'il est dépeint aujourd'hui, plus cette responsabilité dans nos choix de consommation est importante. C'est nous qui avons le pouvoir. Walk up. Walk up. Steady walk. Steady walk. Il y a deux choses que je voudrais dire par rapport à ça. Premièrement,
Je voudrais vous passer l'extrait d'un dessin animé de Walt Disney assez ancien, Pocahontas, que tout le monde a sûrement déjà vu, mais moi c'est un dessin animé qui est parmi mes préférés. Alors je sais que bon, ça ne retrace pas la véritable histoire de Pocahontas et que c'est très romancé, mais il y a un moment en particulier qui est extrêmement poétique à mon avis. Et c'est ce moment durant lequel Pocahontas, eh bien, elle navigue le long d'une rivière en train de questionner les choix qu'elle a à faire dans la vie. Elle est encore jeune, mais elle a des choix assez importants à faire. Les choix entre être elle-même, vivre sa vie telle qu'elle... écouter son cœur finalement, ou alors vivre selon les responsabilités qui lui sont accordées et vivre en fait pour les autres, hein, pour faire bien devant les autres. Et donc il y a ce magnifique moment durant lequel cette rivière sur laquelle elle navigue se divise en deux. Vous avez une section qui est large, droite, facile à naviguer, et l'autre qui est sinueuse, pleine de virages, étroite. Et ça représente bien la vie et les choix qu'on a à faire. Souvent, les choix, le bon choix, c'est pas le plus simple. C'est au contraire le choix le plus compliqué, parce qu'on va être à contre-courant en permanence. Et c'est votre capacité à tenir moralement ou physiquement, malgré le fait qu'on est à contre-courant, qui va déterminer quel genre de personne vous êtes. Est-ce que vous tenez le coup, vous vous accrochez, ou est-ce que vous abandonnez et vous vivez le plus simplement possible? Alors oui, en choisissant un métier qui va pourrir les générations à venir, mais vous avez un bon salaire et rien de particulier à penser. En ce qui concerne l'aspect moral des choses. Donc c'est un extrait qui est vraiment important pour moi. Et la deuxième chose, cette fois-ci, je voudrais vous montrer l'extrait d'un film d'animation qui s'appelle Mille et une pattes, qui n'est pas tout jeune non plus, un peu plus récent. Mais pour moi, ce sont deux choses magnifiques parmi tant d'autres, hein. Mais donc ça raconte l'histoire de fourmis qui travaillent comme des esclaves pour faire des réserves de nourriture pour des cigales. Mais non seulement pour les cigales, mais aussi pour elles-mêmes. Donc elles doivent travailler 2 fois plus que si elles étaient indépendantes pour nourrir les cigales. Mais cette fourmi qui avait osé me provoquer... Ouais, elle ferait pas de mal à une mouche. Ouais, c'est une toute petite fourmi. Ce qu'il est drôle, ce n'est qu'une petite fourmi. Ouais, pas plus haut qu'un bras de jardin. C'est juste, hein. Alors, admettons que cette graine soit une petite fourmi de rien. Ça fait quoi? Même pas mal. Ah, celle-là, elle fait mal, celle-là? Ah ben, vous voulez rire? Et ça fait quoi? On laisse une seule de ces fourmis se rebeller, et un jour, elle se rebelle en masse. Ces fourmis de rien du tout sont 200 fois plus nombreuses que nous. Laissez-les prendre conscience de cela, et notre paradis devient l'enfer. Peu importe la nourriture, nous devons les forcer à rentrer dans le rang. Et c'est pour ça qu'on y retourne. Y en a-t-il parmi vous qui veulent rester? Le choix réside dans les mains des fourmis, parce qu'elles sont plus nombreuses. Seulement, pour qu'elles soient fortes, il faut qu'elles soient unies. C'est cette union, cette volonté d'aller dans une seule et même direction qui va faire leur force. Et ça, je crois que c'est un message qui est très important aujourd'hui. C'est que si vous voulez, par exemple, tuer une entreprise que vous pensez être démoniaque, si tout le monde arrête de consommer, ou suffisamment de personnes,
cette entreprise, en quelques semaines, elle est fichue. Les grosses entreprises, ça leur coûte tellement d'argent d'exister que si elles n'ont pas énormément de revenus, elles sont complètement fichues en très peu de temps. Si ces entreprises fonctionnent, c'est parce qu'il y a des gens pour consommer, hein, uniquement. Et ces personnes, ben c'est vous, c'est moi, hein, qui faisons ces choix tous les jours. Tout ce qu'on consomme a un impact énorme sur le monde. Alors certes, on peut se dire à notre échelle c'est rien, c'est un grain de sable, mais un grain de sable plus un grain de sable plus un grain de sable, et ben ça finit par faire une plage. Et si tout le monde se dit « Oh, je ne suis qu'un grain de sable, ça n'a aucune incidence sur ce que je fais », et ben c'est comme ça qu'on arrive au résultat qu'on peut observer aujourd'hui, hein. Et être pionnier, en quelque sorte, disons, faire des choix difficiles et les faire en premier, c'est ce qu'il y a de plus dur. Disons qu'on ait tous une idée, et je pense que c'est le cas, qu'on ait tous une idée plus ou moins nette de ce qui pourrait faire un monde meilleur demain. Et disons que ce monde, c'est un chemin de campagne, un chemin de promenade, d'accord ? Les premiers à vouloir ouvrir ce chemin, débroussailler, vont avoir plus de travail que tous les autres qui vont suivre derrière. La première personne qui va se dire « moi je vais à contre-courant et je veux avoir un monde meilleur et je suis prêt à sacrifier beaucoup de choses », il va falloir qu'il arrache des végétaux denses, piquants. Mais peut-être qu'il y a une personne qui va être influencée par ses actions et qui va dire ben « moi je vais t'aider ». Et à deux, ça va être un petit peu moins compliqué. Et peut-être que 2 personnes vont inciter encore 2 personnes à venir, ou 5 personnes. Et vous voyez, c'est exponentiel. Parce que 10 personnes vont commencer à amener 50 personnes. Et 50 vont en attirer peut-être 2000. Et là, on commence à ouvrir une voie sérieuse. Il y a une histoire que j'aime beaucoup qui s'appelle La légende du colibri, qui raconte l'histoire d'une forêt amazonienne qui est en feu. Excusez-moi, il y a un avion qui passe. Je sais pas où il est. Il y a une forêt amazonienne qui est en feu et tous les animaux de la forêt fuient, leur habitat, leur nourriture, ils fuient tout. Et vous avez un colibri, vous savez, c'est ce petit oiseau qui commence à prendre quelques gouttes d'eau et à essayer d'éteindre le feu. Et à ce moment-là, quelques animaux s'arrêtent et s'interrogent, lui disent « mais as-tu conscience que tu ne vas jamais pouvoir éteindre ce feu tout seul ?» Et le colibri leur répond « eh bien, au moins j'aurais fait ma part ». Là, je pense que c'est une leçon qui a beaucoup de valeur à l'heure actuelle. On peut faire de ce monde un monde meilleur et ça peut même aller très vite. Le seul élément, c'est qu'on soit unis, qu'il y ait une volonté, qu'il y ait une vision plus ou moins universelle et qu'on soit unis dans cette vision. Hein ? Voilà. Sur ce, mes amis, je vais finir ma pipe et je vous souhaite eh bien, de réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. Bonne continuation à vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.